Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique. Aujourd'hui, j'ai un super gang pour commenter l'info avec moi. Le gang commence par Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour. Laurent, que fais-tu? Qui es-tu dans la vie? Parce qu'à chaque fois, je te grille ta présentation, donc là, ce coup-ci, vas-y. C'est parce que je suis arrivé en premier dans l'ordre du Zoom. Moi, je suis DevRel chez Clever Cloud et du coup, par exemple, j'écris des blogs sur Hugo et les sites statiques sur Clever Cloud. On en parlera probablement tout à l'heure. Ok. J'ai également Alexandre. Et là, les deux sont niqués. Donc les deux Allez, sont morts de Alexandre rire. Berthaud pour commencer. Urcadox. Bien le bonjour. Je suis dev chez Clever et je fais vraiment beaucoup de choses différentes. J'aime beaucoup les DB de manière générale, mais voilà, je fais du Scala, je fais du Rust, je fais de tout. Voilà. Et du coup, le reste du temps, tu enregistres un autre podcast pour avoir un aussi beau micro? Non, le reste du temps, je joue à CS et à Valorant. Et pour finir, nous avons un volatile avec nous, un volatile puissant. Bonjour Canard, dit Alexandre Bonjour. Duval. Ouais. Et, et ben moi c'est Canard et puis je travaille sur un peu tous les scripts là-bas. Bon, Ok, bon, j'espère qu'on va avoir Canard jusqu'à la fin de l'épisode. C'est pas gagné manifestement au son. Ouais, c'est un peu merdé, mais écoute, Pour sa résistance. On y croit. Bon, on commence par de la politique. Il y a un lien sur Presto. Est-ce que tu veux peut-être nous parler de ce lien? C'est toi qui l'as mis, Laurent? Ouais, c'est ma faute. Comment je suis tombé là-dessus? En fait, j'ai des ex-collègues de Couchbase qui ont monté une nouvelle boîte et ce sera globalement du Presto. Ce sera l'éditeur commercial, puisque pour l'instant, il n'y a pas d'éditeur commercial, il n'y a que des fondations et des contributeurs. Presto, à l'origine, c'était le super SQL de Facebook qui permettait de requêter un peu toutes les DB qu'il y avait chez Facebook. Ensuite, il y a eu un mix Presto, entre... pour ceux qui ne savent pas, ça permet vraiment de faire de la jointure entre plein de tables dans des moteurs de DB différents, etc. C'est vraiment une grosse base d'analytics. Et il y avait, ça a été supplanté en usage par Scuba, qui est un autre projet Facebook. Mais en attendant, il y a quand même pas mal de gens qui sont greffés autour de Presto, qui est un projet open source, plus de boîtes. Ça a fini dans la Linux Foundation, si je me rappelle. Oh, t'as deux fondations en concurrence sur Presto, c'est un bordel sans nom. Genre, il y a un vrai souci de gouvernance sur cette boutique. C'est pas très grave parce que pour finir, à la fin, quand il s'agit de merger les commits, tout le monde finit par s'entendre. Mais sur la gouvernance et le business dessus, c'est un sacré merdier. Il y a la Presto Foundation qui s'est transformée en Linux Foundation, en fait. Enfin, qui a glissé dedans. Et d'ailleurs, il y a Facebook. Et au milieu, il y a Ahana, qui est le nouveau éditeur commercial derrière Presto. Donc, on leur souhaite bien du courage et le meilleur. Et nous, on utilise Presto chez Clever. Tu veux nous en parler, Alexandre? Je vais faire cette blague ouais. du podcast. Bah en fait c'est couplé avec Pulsar. En fait, Pulsar permet d'offloader ses logs dans du S3-like en gros. Et du coup, nous on offload tous nos logs. Donc ça veut dire qu'en gros on a du terminal storage, donc du stockage à froid en fait, dans des disques durs, des classiques, des hard drives en fait qui sont un peu lents d'accès et qui permettent de stocker les vieux logs et qu'on requête pas souvent en fait. Et Presto nous permet de faire du SQL là-dessus via les topics Pulsar. Et donc, c'est super chouette. Bon, ça manque un peu d'Avex, mais ça, c'est côté Pulsar, c'est en cours. Voilà. Ouais, alors, de manière générale, Presto n'a pas d'index. Hein. Presto, c'est vraiment un moteur que vous utilisez pour faire de l'analyse. Et c'est pas fait du tout pour avoir un index. Par contre, effectivement, on peut lui booster un index si on veut. Et c'est vrai qu'il y a depuis le début une grosse inclusion entre Pulsar et Presto qui est vraiment intéressante dans son approche. Et vous pouvez faire plein d'autres trucs avec Presto. C'est vraiment moi, c'est une techno que j'aime beaucoup. Mais... C'est du in-memory, d'accord. Ça charge tout un tas de bordel in-memory et ensuite ça fait ça se sac. Pas vraiment, en fait. Ça sous-requête et après ça fait ses joints. En fait, c'est du batch. Mais en fait, lui-même n'a pas de moteur de stockage. Il s'appuie sur les autres.
Et du coup, tu fais pas d'insertion via Presto. Tu peux seulement faire du requêtage. C'est vraiment un truc d'analytique, quoi. C'est vraiment une espèce de bidule d'analytique que tu mets au milieu de tous tes autres machins. Tu as tous les autres machins qui font leur bain, là, tu vois. Tu mets ce machin-là et tu fais des jointures entre le tout et tu récupères de la data. Et c'est vraiment un pipeline de données qui est intéressant pour ce genre de cas, quoi. Et t'as plein de gens qui s'en servent. Airbnb s'en sert. Ils avaient open sourcé un gros front pour Presto. Enfin, t'as plein de gens qui se servent de ces trucs-là. Alors en fait, à la fin de l'article, il y a une quote de la fondatrice de la boîte Anna qui t'explique que Presto is an in-memory database. Euh, et en gros, tu peux effectivement écrire sur disque et sur flash, mais c'est mieux de le faire in-memory. Et il t'explique tout ça parce qu'en fait, ils se mettent complètement en opposition avec Spark, où à la fin, elle te dit, nous sommes fondamentalement différents de Spark parce que nous, on n'a pas besoin de persister la data entre les phases de processing et du coup, tu peux tout faire in-memory. Et c'est comme ça qu'ils essaient de se vendre. Alors tu sens que c'est quelqu'un qui vient du monde de la BD des in-memory et qui essaie de se vendre comme tel. Ok, mais c'est curieux parce qu'effectivement, Tu peux faire c'est les un deux. Hein, client d'accès à d'autres DB. Plutôt que c'est pas une DB. Non, c'est pas une DB. En fait, tu charges les autres DB en mémoire et ensuite tu fais ta sauce. Et ce qu'elle t'explique, c'est que c'est beaucoup plus intéressant de le faire in-memory. Je dis pas que c'est pas possible de le faire sur disque aussi. Et du coup, où tu parles d'index, effectivement, tu te mets un index sur disque, tu vois, il n'y a pas de problème. Mais effectivement, elle met en opposition les deux en t'expliquant que Presto, c'est mieux que Spark parce que ça n'a pas besoin de persister des trucs nécessairement et ça peut tout faire in-memory. Voilà, ils opposent ça à Spark. Ok. Après, très certainement, ils ont le plan de pouvoir écrire dans le Presto aussi. Mais tu peux déjà, hein, ils te disent pas que tu peux pas. Ils opposent des trucs en te disant que c'est mieux de le faire. Non, pour l'instant, tu peux pas. Hein. À ma connaissance, Presto, tu peux pas. C'est ce qu'elle dit à la fin de l'article. Mais... C'est peut-être ça leur fonds de commerce, du coup. C'est possible. Mais c'est peut-être ce que les mecs essayent de faire aussi. Hein, mais pour moi, dans la doc, c'était pas du tout ça. Enfin, aujourd'hui, Presto, tu chopes de la data dedans. Mais pour moi, tu ne peux pas. Tu peux créer des tables, tu peux effectivement, machin, mais tu peux pas. En fait, tu vas définir les choses, mais tu vas faire des selects. Tu vas jamais faire d'insert. Pas si, en fait, tu peux faire des inserts, autant pour moi. Je dis de la merde. Tu peux écrire des trucs. Je vais voir comment ça sert. Mais bon, c'est pas le use case numéro 1 du truc. Mais effectivement, tu as des gens qui s'en servent pour le migrer de Hive. Donc, oui, effectivement. Ok. Voilà, tout ça pour dire que commercialement, ils se positionnent en face de Spark. Et Spark, c'est justement le lien suivant. Encore un lien de chez Laurent Deguin. Spark 3 release. Donc, le lancement de Spark 3, quel est le gros truc à retenir dans Spark 3? Alors moi, ce qui m'a amusé, c'est que ils sont compatibles SQL, ANSI SQL. On vient de parler de Presto. T'as Spark qui t'a dit, ça y est, nous on fait du SQL ANSI. Donc je trouve ça assez intéressant. C'est vraiment l'objectif compatibilité à fond pour parler aux gens qui font du SQL. Et Spark 3, en gros, il se repositionne vraiment comme on a un outil pour les data scientists. C'est dit répété plusieurs fois dans l'article. On veut targeter les gens qui font du SQL. On a on a amélioré nos librairies Python pour utiliser le GPU et tous ces trucs-là. Donc, c'est vraiment, on target le data scientist. Ouais, notamment, ils ont fait plein de trucs sur leur UI pour que ce soit le cas. Et après, leur gros truc, là, ça a été Panda. Donc, les API Panda, c'est beaucoup les API qui se focalisent sur la time series. En fait, c'est les données time series qui sont crunchées dans un objectif de machine learning Panda. Et ouais, ils ont beaucoup bossé là-dessus. Ouais, ils ont un machin qui s'appelle Koala, qui est censé être le distributed Panda. C'est ça parce que par contre, Panda, c'est lent, sa race. C'est mononode. Et du coup, là, Koala, c'est le rewrite. Alors, ils sont pas compatibles à 100%, ils sont à 80% compatibles avec l'API de Ouais, c'est mononode en Python. Donc, mais ils ont les graphes des downloads de Panda et Koala. Et tu vois, Koala qui continue à monter. Ce que ça te permet de faire du plot, comme tu en as parlé, de gérer des time series. Et cette fois-ci, d'être distribué. Donc, c'est cool. Globalement, ils le vendent beaucoup comme étant une release de perf. Hein. C'est quand même beaucoup de la release de perf. Où là, globalement, ce qu'ils vendent à fond,
c'est d'avoir tapé quelque part un truc voilà, qui fait le job en très performance. Vraiment, ça, c'est l'idée. Voilà. Ok. Un truc à dire, les gars, sur... Non, pas spécialement. S'il n'y a pas justement, comme tu parlais de la perf, il y a aussi le côté SQL quand même qu'ils ont a priori amélioré quand même, niveau vraiment collé à l'aspect SQL. Peut-être aussi pour un peu se rapprocher des capacités de Presto, niveau SQL, je sais pas. Avant, ça restait assez spécifique Spark, quoi. Là, c'est ANSI SQL Compliant. Ouais, c'est ça. Mais ouais, je n'ai pas testé le truc. Grosse news, il y a la semaine dernière, c'était le Pulsar Summit. Théoriquement, le Pulsar Summit était censé se tenir en physique dans la vallée fin mai, et puis ça a complètement déconné pour des raisons évidentes de Covid. Et ils ont donc repoussé le Summit, puis l'ont rendu virtuel. Et donc le Pulsar Summit cette année était un Pulsar virtuel, le premier Pulsar Summit. Et dans les speakers, nous avions Geoffroy Coupry de chez nous et Alexandre Duval d'Icanard. De quoi vous avez parlé, Alex ? Ouais, on a parlé beaucoup de comment on utilise Pulsar pour construire le FAS de Clever, donc le Function as a Service. Qu'en fait, Pulsar est le bus en fait de toute l'information, de toute la transition de toute la communication du FAS. Donc en gros, on lui envoie des messages et puis le FAS il réagit à ces messages-là. Donc on a un compilateur en WebAssembly. Donc l'idée c'est de pousser du code compatible WebAssembly. Nous après on le compile et les messages Pulsar en fait sont envoyés à des fonctions servent de bus et du coup ces fonctions-là remplacent en quelque sorte les fonctions Pulsar en étant beaucoup plus rapides parce qu'elles sont bootées sur des VM, et ça Géal en parlera beaucoup mieux que moi, des VM sans OS qui bootent en moins d'une milliseconde je crois maintenant. Et du coup, on est super rapide et on réagit au message sans utiliser de process, en fait. Vraiment, on utilise directement le CPU et la VM, en fait, et les capacités du CPU. Et l'isolation, du coup, c'est hardware. Et on laisse Intel travailler là-dessus. Et ça nous a aussi permis Et ça, d'introduire... normalement, il y a un lien du talk qu'on va mettre dans les show notes. Donc, si vous avez envie de voir avancer, pour ceux qui l'avaient déjà regardé, j'avais fait un talk en commençant à expliquer ces notions-là il y a 6 mois. Donc là, vous allez voir l'avancée du sujet, donc très axé Pulsar dans le cas présent, c'était dans le cadre du Pulsar Summit. Vous allez voir, le FAS avance bel et bien comme on avait prévu en déploiement. Et dans le cadre du Summit, il y a également eu des annonces, notamment le lancement de Pulsar 2.6. Ouais. Du coup, tu peux mettre ton badge, si tu veux, de contributeur Apache maintenant. C'est bon, tes commits ont été mergés. Ouais. Il y en a un petit peu depuis 2.5 et puis voilà, le fameux badge. C'est beau, c'est pas très radiophonique et podcastique, mais c'est beau. Non, d'ailleurs, il faudra un miroir pour qu'il soit affiché droit, j'imagine. Mais ouais, voilà. Voilà, donc Canard vient de nous montrer son badge. Pour ceux qui n'ont pas l'image, Canard nous a montré en gros, c'est Apache, un magnifique pins. Ouais, Apache Software Foundation committer. Voilà. Et on va avoir des t-shirts. Dans les trucs importants, donc dans Pulsar 2.6, pendant le Summit a été annoncé le support d'AMQP et le support de Kafka en tant que protocole. Donc c'est quand même 2 points importants. Et après, il y a eu toutes les releases 2.6. Si on demande aux gens quelles sont leurs features préférées, peut-être commençons par Alexandre Berthaud. Tu as regardé les features ou pas du tout ? J'ai regardé un peu. En vrai, justement, comme tu le disais, AMQP, c'est une des features, je pense, les plus intéressantes. Plus le support de Kafka en plus, c'est-à-dire que si ça marche bien, n'importe qui a déjà de la MQP ou du Kafka peut juste passer sur du Pulsar et profiter des features de Pulsar avec l'existant, quoi. Si ça marche bien. Faudra tester justement le support d'AMQP, mais c'est assez prometteur, quoi. Et où est-ce qu'il pourrait faire du Pulsar s'il n'a pas envie d'installer son propre cluster? Par exemple sur Clever Cloud. Sur un add-on Pulsar qui n'est pas encore public, cela dit. La bêta de Datton, on la donne quand, Alex, d'après toi? À quel Alex tu parles? Quoi? Ouais, à quel Alex tu parles? À toi?
Ah, moi. Ouais, bah là, on est en alpha en interne entre nous. Il y a certains clients qui ont des accès qui nous ont demandé. Vous pouvez nous demander si vous avez envie de tester un peu en early. Et ça serait super d'avoir vos retours. Mais du coup, bah, la bêta, on va dire que ça dépend un peu des feedbacks. Mais ouais, ça avance bien. Je sais pas, un mois, 2 mois, Ça- un truc comme ça. Sachant que globalement, le système est déjà chargé puisqu'il prend tous nos logs et enfin, il prend beaucoup de charge déjà. Donc, c'est pas un système qu'on n'aura pas chargé avant de le lancer. Après, franchement, dans la 2.6, les trucs marrants, il y a des messages très gros qui vont pouvoir être chunkés. Donc ça, c'est quand même très cool. Et ça, c'est un truc que je connais dans aucun autre messaging platform. C'est que du coup, tu peux chunker les gros messages. Et donc, du coup, tu peux te permettre de passer les gros messages dans le transport. Tu as des événements de change pour les namespaces. Ça, c'était une très bonne idée. Après, il y a tout un tas de trucs qui me concernent moins. Bah, il y a la pluggabilité du store de metadata qui me semble assez gros comme sujet. Et non pas que ça nous concerne parce qu'on va continuer à utiliser Zookeeper, tu vois, mais je trouve ça marrant qu'ils aient annoncé que ce soit pluggable. Genre, on va pouvoir utiliser etcd à la place de Zookeeper. Et ça rejoint un truc dont on avait parlé il y a quelques épisodes où on disait que Kafka voulait faire autre chose, voulait faire un peu la même chose. Et eux aussi. Alors, je sais pas du coup s'il y a beaucoup de discussions en interne ou pas. Comme je suis pas ça de très près, Non, ben ouais, ça conflicte, mais ça ça conflicte. dépend. Enfin, il y a des points de vue différents. Après, on va pas se mentir. T'as des boîtes qui ont des contribs dans Pulsar qui poussent un peu dans certains coins, d'autres qui poussent dans d'autres coins, et puis bah du coup, on fait des trucs génériques en faisant des pluggable metadata interface. Et voilà. Et c'est pas plus mal, ça satisfait tout le monde. Et puis voilà. Non, mais puis comme Mais ça, si tu as envie d'écrire une version du Metadata Store en SQLite, c'est possible, quoi. Si tu veux ajouter un support Raft, par exemple, mais ça c'est autre chose. Rien à voir. Mais écoute, je pense sincèrement que la version SQLite serait plus stable que le TCD. Ça, c'est mon avis très personnel. Non, il y a un truc qui est vraiment génial, c'est maintenant Pulsar, quand il advertise les adresses qu'il envoie, il est capable d'advertise des adresses internes et externes. Et ça, c'est très bien parce que tu te connectes à un Pulsar, si tu es de l'extérieur, tu vas pouvoir dire, bah, moi, je veux des adresses de tel sous-réseau. Et si tu es en intérieur, tu vas demander les adresses de tel sous-réseau. Et en fait, ça, c'est très intéressant parce que ça permet de changer de chemin réseau pour discuter avec le cluster en fonction de où toi tu es dans le réseau. Et ça, c'est une feature qui est très intéressante et que j'ai pas vu pareil dans beaucoup d'autres plateformes. Je trouvais que ça c'était bien et que c'était mature comme système. Je trouvais ça vraiment très très bien. Après, dans les autres features, je sais pas s'il y en a qui vous chauffent ou pas particulièrement. Après, c'est plus des trucs d'administration qui sont bien aussi, mais qui vont moins parler à la plupart des utilisateurs. Genre utiliser un seul cluster Bookkeeper pour plusieurs clusters Pulsar, c'est intéressant. Ouais, ça c'est bah, très très alors bien. ça, pour revenir là-dessus, c'est carrément intéressant avec les protocoles handlers, parce qu'effectivement, dans l'idée, sachant qu'actuellement, par exemple, pour le support de Kafka sur Pulsar et le support de MQP sur Pulsar, actuellement, il n'y a pas de proxy. Donc, du coup, l'idée, ce serait de booter un cluster de broker, on va dire, pour MQP, un cluster de broker pour Kafka, et effectivement, taper derrière le même bookkeeper, mais en ayant des routes différentes d'accès, etc. Et ça, bah, du coup, ça répond bien au truc. Disons que ça pose les premières fondations pour aller vers là, je pense. Voilà, voilà. Plus de choses, des trucs intéressants de dire. Je sais que pendant le summit, ils ont beaucoup parlé aussi de leur nouvelle CLI d'administration qui est en Go, là. Ouais. Ouais. C'est la même, sauf qu'elle charge pas de JVM, quoi, c'est tout. Et de la UI. Bref, tout ça avance bien, le projet va bien, les gens sont contents, et donc on vous remet le talk de Canard et de Géal sur le sujet, et c'est classe. Il y a aussi Vous du avez SQL pas du tout dans les parlé de releases. biscuits dans ce talk? Ah bah justement, c'est justement c'est dont j'allais parler tout à l'heure. Si, on a fait une intro à Biscuit, en gros, parce qu'on utilise Biscuit. Donc Biscuit, pour ceux qui savent pas, c'est on va dire le nouveau, je sais pas si on peut parler de protocole, mais en tout cas de bibliothèque,
d'authentification et d'autorisation qu'on est en train de mettre en place petit à petit dans l'infra Clever et qu'en fait, si tout le monde utiliserait ça, ce serait génial pour tout le monde. Parce qu'en fait, ça te permet de générer des tokens dans lesquels dedans tu définis des règles datalog. Donc, je vais mettre un lien pour expliquer ce que Geoffroy m'a fait un lien pour comprendre, on va dire, simplement le datalog. En gros, c'est des règles et des données qui doivent vérifier des règles. Et puis après, on peut ajouter des contraintes sur ces règles-là et valider ou non une autorisation. Et en fait, grâce à ça, donc, on peut fermer l'accès avec un niveau de granularité ou autoriser l'accès avec un niveau de granularité très très fin. C'est-à-dire que par exemple dans Pulsar, on peut dire OK, tel token a le droit d'écrire dans tel namespace. Mais aussi on peut aller jusqu'à spécifier le topic, spécifier le type de subscription, spécifier le nom de subscription. On peut faire tout ça en fait, petit à petit. Et ça, c'est ce qu'on fait petit à petit avec les biscuits, c'est qu'on permet en fait une utilisation de plus en plus fine et les biscuits vont devenir le standard aussi d'API de Clever. Ouais, et juste un gros point, en fait, c'est que la vérification de biscuits et l'atténuation de biscuits sont complètement décentralisées. Donc, atténuer un biscuit, en gros, ça veut dire, mon biscuit, il a tant de droits, je peux moi-même atténuer ce biscuit-là en lui enlevant des droits ou en spécifiant des règles plus fines sur ces droits-là, et du coup, le donner à quelqu'un d'autre. Et donc, du coup, on peut complètement partager ces accès en les réduisant aux personnes qu'on souhaite. Et tout ça, c'est décentralisé. Il y a juste une clé publique à avoir côté cluster. Je pense vous pouvez aller lire sur Biscuit sur le GitHub de Clever et on va rajouter des presses qu'on avait fait à l'époque et je pense qu'on invitera une fois Géal à expliquer ce qu'on a fait là-dessus. Je sais qu'on a commencé là en rollout en prod vraiment du Biscuit. Pour l'instant, il y a une API de bas niveau en fait dans Biscuit, mais qui est un chouïa compliqué à comprendre pour être honnête et on est en train de concevoir une API plus haut niveau. Qui sera plus, qui demande moins de rentrer dans la technologie de la crypto qui est derrière Biscuit pour être capable d'interagir avec. Et dans Datalog. Et dans le Datalog. Et donc d'être capable d'avoir des droits extrêmement fins. Idéalement, en fait, Biscuit a été prévu pour non seulement permettre d'atténuer, mais également de faire des droits aussi débiles que tu as le droit de créer des topics de 7 regex codants. Et donc, du coup, par exemple, toutes les topics seront dev-quelque chose. Et ça, c'est des droits qu'on peut implanter directement dans le système de token. Et du coup, c'est nous qui faisons le plugin Pulsar pour utiliser le Biscuit. On a également un plugin Biscuit pour Warp10 en cours de cooking. Et en fait, on est en train de cuire en fait tous ces plugins-là pour permettre une utilisation uniforme de notre système d'ACL et d'avoir un IAM puissant. Voilà. Bon, continuons à parler de distribution peut-être. Redis Raft. Donc Redis en serveur cluster. La version cluster de Redis a son propre Raft. Et il y a une analyse de Jepsen qui est sortie sur le sujet. A son propre Raft en cours de développement. Il vise une GA l'année prochaine, je crois. Je crois, oui. Moi, j'ai bien aimé cet article parce qu'ils reprennent un peu tous les différentes façons de la distribuer dans Redis. Ils te reproduisent un peu l'historique. Donc, c'est encore un article de Jepsen, qui sont des gens qu'on aime bien et qu'on a l'habitude de tester des systèmes distribués. On en avait parlé il y a 2 ou 3 épisodes avec Mongo. Là, ils ont bossé avec Redis pour faire le test de ce futur protocole de consensus, donc Redis Raft. Et ouais, ce que j'aime bien, c'est qu'au début, ils parlent de Sentinel, qui était le premier protocole qui avait été introduit en 2012, qui avait déjà quelques soucis de perte de data. Ensuite, tu as eu Redis Cluster. Ensuite, tu avais eu Redis Labs, qui avait sorti Redis Enterprise avec de la réplication basée sur des CRDTs. Donc ça, c'était cool. Ils avaient testé quelques-unes de ces solutions-là, ils avaient trouvé des problèmes. Et donc là, nouvelle façon de distribuer Redis en utilisant un Redis Raft qui est censé garantir la full serializability linéaire, c'est-à-dire d'être sûr que les trucs arrivent dans l'ordre. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois, on avait parlé de clock et de l'importance de voir les écritures arriver dans le bon ordre. Et là, on est complètement dans ce sujet-là et c'est ce que va permettre Redis Raft. Il y a une différence justement importante par rapport à Redis Cluster qui existe aujourd'hui et qui
permet ce genre de choses plus facilement, c'est que là, Raft est là pour élire un leader, et donc il y a juste un leader qui gère des requêtes, les autres ils sont juste là pour éventuellement forward, mais c'est tout. Ouais. Là où Redis Cluster, ça permettait de sharder la donnée sur différents nœuds, donc ça répond pas au même problème, mais c'est vrai que ça devrait être un peu plus sûr sur certains points. Si tout se passe bien. C'est-à-dire que ça permettra d'être cohérent pour de vrai si c'est setup correctement. C'est ça, je suppose, ouais. Actuellement, ils disent que c'est possible, mais ça implique d'avoir un seul nœud et de faire bien attention au setup que tu utilises. Là, on espère que ce soit... Pour l'instant, cette version-là, elle est quand même majoritairement pétée. Il y a plus de 20 failles, il y a plus de 20 cas très problématiques, c'est ça? Alors, c'est ça. En fait, ça détaille tous les cas un par un. Il en reste plus qu'un qui n'a pas été traité. C'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que là, du coup, cette étude de Jepsen, elle a été faite via une demande de Redis Lab. C'est pas juste Jepsen qui dit tiens, on va le faire pour le fun. Donc, il y a une volonté de bien faire les choses. Donc, on peut espérer que ce soit quelque chose de bien à l'arrivée. Et qui vont continuer J'ai l'impression que ça devient par contre vraiment un principe. Tu vois, tu fais un système distribué, tu vas voir Jepsen, tu les payes pour qu'ils te fassent une étude, ils te démontent la tronche, ils font un article expliquant qu'ils t'ont démonté la tronche, mais que comme tu leur as filé du blé pour le faire et que du coup tu as décidé de faire bien les choses, ça devrait s'améliorer. Et du coup, c'est plutôt pas mal, je trouve. Ça va nettoyer. Je pense que l'impact global de Kyle Kingsbury sur le métier est quand même extrêmement positif parce que globalement, sa méthode rentre bien. Et c'est cool. Enfin, entre ce qui se passe chez Fondation et ce qui se passe chez Jepsen, je pense que les systèmes distribués sont en train d'assainir vachement les catastrophes qui sont plus bas dans les couches. Ouais, puis ça les motive à update leur doc aussi. Tu vois, ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas que le code qui bouge et qui est plus sain. Il y a aussi la volonté de transparence dans les docs où tu as Jepsen qui dit ça dans votre doc, c'était pas clair, il faut le rendre plus clair. Et du coup, c'est ce qu'ils disent dans cet article aussi, c'est que Redis a changé sa doc pour mettre à jour les cas qui n'étaient pas couverts. Ça, c'est un truc qui est très important. Qu'un système distribué fail, c'est normal. C'est juste qu'il faut que tu sois au courant de ce qui va se passer. Sans ne le dire, ça, c'est vraiment pénible. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est vraiment cool, c'est que maintenant, dans tel cas, on se plante la tronche. Alors, c'est intéressant, du coup, quand tu lis le cas, de dire « Ah, c'est con, c'est quand même le cas où nous, on s'en sert, on est dedans. » Donc, on va peut-être choisir une autre techno. Et ça, je pense que c'est le truc le plus intéressant de l'impact. Beaucoup plus léger, beaucoup moins de technologie pénible. Comment on fait des statistiques avec Hugo? Laurent, je pense que c'est un article de chez toi. Des statistiques. Hugo, c'est quoi? Tu veux en parler? Ouais, je vais en parler rapidement. Donc, c'est pour faire des sites statiques. Hugo, alors, ça fait quelques années maintenant, et c'est notamment parti grâce à GitHub Pages et Jekyll, qui est un des premiers générateurs de sites statiques, que les gens font des sites web statiques pour faire leur site perso ou autre chose. C'est-à-dire qu'au début, c'était très brandé. On va faire un blog parce que WordPress, c'est chiant, on va tout mettre en statique sur GitHub. Jekyll est arrivé, plein d'autres sont arrivés. Au début, c'était assez lent et tu as des gens qui se sont dit, on va en écrire un en Go. Et il sera vachement rapide et il sera super bien. Et donc ça, c'était il y a quelques années déjà. Et maintenant, c'est un des plus utilisés. Il s'appelle Hugo. Et en gros, on lui donne du Markdown à manger, on lui met une arborescence, un layout à côté et il vous génère tout le site statique avec toutes les pages statiques que vous pouvez héberger du coup sur GitHub Pages, Netlify, toutes ces choses-là, ou plus récemment Clever Cloud CLR, qui est donc notre stockage objet compatible S3. Et donc j'ai écrit 2 blog posts pour montrer comment ça marche. Peut-être les intérêts d'héberger sur CLR, Alexandre? Berthaud? Moi-même. Le coût, en vrai, je pense que c'est le principal. C'est pas bien pour nous, mais c'est vraiment bien pour nos utilisateurs. C'est qu'héberger un site statique sur du S3, ça coûte vraiment rien, quoi. Sauf si il est vraiment extrêmement populaire et du coup, il y a une bande passante énorme, mais ce sera toujours moins cher que d'héberger ça sur une VM. C'est beaucoup plus efficace. Et on est libre de faire tout ce qu'on a besoin de faire pour du statique, en fait. Donc, c'est vraiment juste tout bénef. Voilà, on mettra 2 liens. Il y a un lien qui explique comment déployer en tant qu'application un petit peu à l'ancienne. C'est ce que j'ai fait pour le site du podcast parce que ça me permet d'avoir 2 apps Clever qui servent le même site. C'est un petit bricolage intéressant que vous pouvez regarder. Et ensuite, il y a un lien qui explique comment effectivement tout coller sur Cellar très facilement et donc ne pas avoir à payer l'application qui tourne tout le temps et avoir juste à payer le stockage statique et la bande passante. Ok.
C'est cool. Maintenant, peut-être on parle de ce que Apple a lancé à la WWDC. Je sais pas qui a regardé la keynote live. Pas moi. C'est vraiment ça. Elles sont devenues chiantes à mourir, les keynotes, on les regarde plus. Donc ils ont annoncé un nouvel OS qui est Big Sur. Au passage, c'est la fin de macOS 10, c'est macOS 11 que ça devient. C'est la biggest upgrade since introduction of macOS X, etc. La principale feature étant l'apparition de la barre de menu translucente. C'est ça. Moi, j'adore parce que tous les ans, les mecs recollent un coup de superlatif. J'ai vu que plus il y avait de superlatifs et moins il y avait de choses dans la release. Il y a quelqu'un qui trollait sur Twitter et tout, genre c'est the biggest ever, tu vois. Et en fait, c'est parce que on sait pas trop ce qu'il y a dedans en vrai. C'est d'être surtout en dessous. Il y a un nouveau user guide, user interface guide. Ils ont beaucoup retapé l'user interface. Ils l'ont emmené vachement vers l'iPad, ce qui me fait pas spécialement plaisir, admettons. Ils ont lancé un nouvel iOS également avec des widgets. Hurrah. Moi, j'ai pas de produit Apple chez moi. Je ne me sens pas concerné. Ce qui est drôle, c'est que les widgets, c'est sur Android depuis le début. C'est ça qui est, c'est marrant. Ouais, c'est surtout qu'Apple avait dit qu'on ne mettrait jamais de widgets. Tu vois. Et Steve Jobs est mort. Voilà. En fait, ils vont lancer après des iPadOS, ils vont lancer du WatchOS, tous ces machins-là. Ils ont foutu tout ce qui était privacy. Ils essayent d'être de plus en plus dans la prévention de la privacy. Ils ont fait un truc intéressant en tant que développeur qui s'appelle des clips. En fait, ça c'est marrant. Ça permet d'utiliser un morceau d'app. C'est-à-dire que tu télécharges pas l'app en entier, mais tu télécharges juste un morceau de l'app. Et l'objectif est que en utilisant un QR-code, tu puisses avoir juste une fonctionnalité qui descende sur ton téléphone dont tu as besoin. Par exemple, louer une trottinette. Aujourd'hui, il faut que tu fasses de la trottinette électrique. Dans Paris, tu as 14 apps de trottinette. Là, on pourrait imaginer un truc où tu n'es pas obligé d'installer l'app de trottinette, mais que tu peux faire du micro-paiement à coup d'Apple Pay. En fait, tu n'as jamais téléchargé le machin. Et ça, je sais que c'est aussi un truc que Android regarde de faire des apps comme ça qui s'installent pas vraiment et qui s'utilisent on fly et qui dégagent. Et ça existe déjà, ils ont sorti ça il y a 2 ans, je crois. Et c'est pas, là tu parlais de QR code. Là sur Android, c'est sur certains sites, genre tu fais une recherche Google et sur une action particulière, ou même sur un site où c'est déjà, tu peux avoir un morceau de ce que tu veux faire qui est dans une app qui se télécharge sur le coup. Mais je l'ai vu vraiment très peu de fois. Je crois que je suis tombé dessus une fois à tout hasard. C'est que du web à chaque fois. C'est qu'un bout de progressive web app par rapport à l'app complète. Non, du coup, non, c'est pas du web. Ça télécharge un morceau d'app Java, en fait. Et donc, ça te lance vraiment une app classique et tu te rends pas compte, c'est transparent, si tu veux. Mais ça fait un peu plus natif, c'est un peu plus sympa. On dirait du JNLP à l'ancienne. C'est drôle. Là où ça peut avoir intérêt, je pense, mais je l'ai très peu vu, mais je pense que ça peut être intéressant, c'est si tu veux faire un site où tu as une partie paiement, d'avoir juste les paiements qui est dans une vraie app où tu peux utiliser Google Pay, etc., tes cartes qui sont enregistrées, plutôt que via ton browser, ou quand tu es sur mobile, c'est pas toujours très agréable. Ouais. Mais vraiment, c'est très peu utilisé. Alors, peut-être que le fait que ce soit dans iOS, ça va plus pousser le truc, comme c'est souvent le cas, ce qui serait bien. Et on verra. Mais bon, du coup, on peut parler du truc qui a le plus fait parler, couler d'encre. Ils ont annoncé qu'ils allaient gicler les processeurs Intel au profit des processeurs maison basés sur ARM. Alors, j'ai tout le monde qui hoche la tête, c'est absolument pas radiophonique, les gars. Qui veut réagir le premier à cette news? Je n'ai rien à dire de particulier sur le sujet. Moi, je trouve ça chelou. Faudrait se rappeler pourquoi ils sont passés des PowerPC à Intel et pourquoi ils font ça maintenant. Moi, je sais pas si c'est une question de thunes, je sais pas si c'est une question de chauffage, aucune idée. J'attends de voir. J'aurais bien dit thunes, en vrai, quand même, entre le moment où ils sont passés à Intel et puis aujourd'hui, il s'est passé 2-3 trucs. C'est plus les mêmes, quoi. Oui. Et ils ont vachement d'expérience avec ce qu'ils ont fait sur iPhone et iPad. Donc, faut quand même aussi passer d'une position ultra minoritaire sur le marché à une position assez aussi, c'est ça, ouais. Enfin, aujourd'hui, tu peux te dire j'embarque les gens derrière moi, là où à l'époque, ils étaient quand même tout seuls dans leur coin, quoi. Enfin... Donc c'est pas juste pour que ça chauffe moins.
C'est vraiment, enfin, c'est quand même le truc qu'ils essaient de pousser en premier, tu vois. Et en fait, ça semble quand même être une décision économique plus que pour le bien de l'utilisateur. Je sais pas, je pense que ça peut être aussi lié à une vraie volonté de la part de la team d'ingénierie de dire on va pouvoir fusionner plus étroitement le logiciel et le hardware si on fait nous-mêmes la puce et donc on pourra bloquer de nouvelles fonctionnalités parce qu'on pourra faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Et enfin, clairement, quand tu utilises un iPhone au quotidien, tu te rends compte qu'ils utilisent à fond leur puce, quoi. Donc c'est pas, je suis pas sûr que ce soit uniquement ça. Après, est-ce que clairement étendre ta chaîne de valeur va pas te permettre de faire plus de marge? Si, clairement. Mais je suis pas sûr que ce soit la seule motivation, parce que c'est quand même beaucoup s'énerver, hein. En tout cas, moi ce que je vois, c'est qu'il y a la façon dont c'est présenté, c'est qu'il y a une vraie présentation de l'action comme étant les développeurs iPad iOS vont pouvoir porter leurs applications vers le Mac. Et vraiment, pour moi, s'ils essaient d'emporter leur écosystème mobile vers leur PC, et tu vois, le projet Catalyst, c'est vraiment ça. C'est que tu prends ton application iPad et iOS et tu en fais une application macOS. Et c'est vraiment le gros framework Catalyst. Ou par ailleurs, il y a des trucs intéressants. Il y a de la synchronisation de données entre les devices, de pair à pair sans passer par un cloud, etc. Enfin, des trucs vraiment intéressants qui sont dedans. Et tu vois, tu sens qu'ils essayent de faire en sorte que tu retrouves la même expérience de l'un à l'autre. Alors après, moi, personnellement, en tant que développeur, est-ce que je pense que je vais me retrouver dans cette opération-là? Moi, j'écris quand même du soft au quotidien qui va finir sur du gros processeur Intel 8664 dans du serveur et je suis pas, enfin, je suis pas hyper garanti que j'ai tellement envie de me retrouver sur un processeur fondamentalement différent que de ce que j'écris, tu vois, au quotidien, loin là-bas, quoi. En tout cas, ce qui est amusant, c'est que pendant des années, c'était Intel tout seul, et l'année dernière, t'as AMD qui a fait un gros comeback. Là, t'as Intel qui dit, en fait, à Intel, on va faire du ARM. C'est amusant. Ouais, puis ça va avec deux autres news. Enfin, c'était vraiment la seule news, c'était la seule semaine pour Intel, parce que il y a un supercalculateur japonais qui a pris la tête du classeur du classement top 500 des HPC à grands coups d'ARM. Après, bon, c'est essentiellement des press release, c'est pas très agréable à lire ce truc-là. Et tu as TSMC qui a annoncé qu'ils allaient commencer la production en 5 nanomètres. TSMC qui est un des fondeurs principaux TSMC d'ARM. Et dans le cas présent, c'est eux qui gravent les puces Apple. Pour ceux qui n'étaient pas au courant. Donc c'est ça, sachant qu'Intel pour l'instant ils sont sur du 9 nanomètres. Ils ont planifié de release 2000, enfin c'est l'an prochain le 7. Et voilà, et après ils ont une roadmap où t'expliques comment ils vont descendre à 1.4. Mais... Alors, en gros, ils sont un peu à la bourre, mais en même temps, ils n'ont pas les mêmes demandes de volume, et tu sens bien que c'est plus compliqué peut-être pour eux, vu qu'il y a plus de volume à faire, d'attaquer ces nouvelles techno. Je sais pas. On a des problèmes d'approvisionnement Intel dans le monde en ce moment ou... Ouais, toujours. Ouais. Toujours. Intel, c'est ça. pas compliqué. Te faire livrer, c'est l'enfer sur Terre. Et tu as des problèmes d'appro tout le temps. Et quand tu parles aux gens de chez Intel, ils te disent « Ah, c'est l'enfer, il faut qu'on arrive à trouver des lots, etc. » Enfin, vraiment, c'est compliqué. Intel, ils vont bien. Hein. Moi, je ne me fais aucune peur pour eux. Et en plus, je les soupçonne d'avoir gardé sous le pouce quelques innovations, quelques grandes idées à lancer dès que ça allait commencer à s'exciter. Et je pense pas qu'Intel, tu vois, soit surpris d'une décision à l'Apple du ouais, on va faire tout seul. Enfin, tu vois, je pense que... Oh, bah, ils ont dû négocier des trucs. Faire tout seul. Ouais. En tout cas, enfin, moi, mon côté développeur est heureux que la guerre des processeurs se relance parce que c'est cool. Tu vois, je trouve que c'est bien, ça va favoriser de l'innovation. Mon côté développeur utilisateur fait que bon, bah, moi, je vais quand même rester sous Intel. Vous m'amusez bien, les gars, mais moi, je vais rester sous Intel. Donc, moi, ce que ça me laisse penser, c'est que peut-être cette annonce-là, pour le développeur, veut dire que cette année, c'est l'année du desktop Linux. Classique. Oui. Du coup, tu vas larguer ton Mac et tu vas passer sous Linux. Bah, écoute, ça fait quand même un an que tu m'en parles. Hein, donc... Récemment dans la boîte, pour être distrait, pour être clair avec tous nos auditeurs, dans la boîte, nous avons commandé 2 nouveaux Macs.
des Mac avec des firmware open source qui sont des core boot. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Et j'ai 2 marques en fait qu'on a attaquées qui sont System76 et Tuxedo Computers. Donc System76 c'est des Américains, Tuxedo c'est des Allemands. Et j'ai été extrêmement surpris du faible rapport qualité-prix des bécanes. Enfin du très haut, je veux dire, rapport qualité-prix. Parce que j'ai quand même commandé là, des bécanes, dont la bécane de Laurent. C'est des bécanes dans lesquelles on met 40 ou 64 Go de RAM, on met 2 terabits de NVMe Tagada 25 qui vont à fond la caisse, on met des Core i7 qui tabassent à quasiment 5 GHz avec je sais plus combien de chier de cœur d'exécution, du Wi-Fi 6, enfin, quand même des bécanes de course, et à la fin tu payes une facture à 1 600 €. Ouais, ça dépend lesquels. Donc, celui de Tuxedo qu'on a, c'est un 15 pouces et demi. Donc, 15 pouces et demi, tu peux ranger des trucs dedans, tu vois. Le système 76, c'est un 14 pouces. Et effectivement, ils ont rangé le Pros qui va à 5 GHz et les 40 Go de RAM. C'est cool. Et ouais, 1006, 1008 par là. C'est quand même pas cher. Du core boot avec du Rust dedans. Ça démarre super vite, ça se met en veille, ça revient de veille super vite. Non, franchement, c'est chouette. On va vous mettre les liens des PC qu'on a achetés parce que voilà. Ils ont réussi à faire plus léger que le X1 Carbon, tu vois, en laptop d'entreprise, celui qui tenait un peu la marge. Bah, t'avais le Dell XPS 13 qui était tout petit, mais c'était un 13 pouces, tu vois. Ouais, qui était à quasiment plus d'1 kilo. Moi, 13 pouces, je trouve ça trop petit pour mes yeux de vieux. Du coup, je prends du 14 et il fait moins d'1 kilo, donc il est encore plus léger que le X1 Carbon. C'est des belles machines. C'est du Clevo, pour ceux qui ça parle. Clevo, c'est un vendeur no-name de matos depuis des années. Et tu as tout un écosystème autour de Clevo, de fournisseurs qui prennent les plans de Clevo, qui font usiner par Clevo et qui mettent ensuite leur marque dessus. Donc System 76, Tuxedo, il y en a plein d'autres. Donc jetez un œil. Bref, ça relance une fois de plus le sujet du desktop et c'est bien et je trouve que c'est cool. Et je pense qu'au global, c'est bien pour tout le monde que ça se fasse. Sauf peut-être Intel qui va prendre un peu cher, mais si jamais l'action Intel baisse, en vrai, acheter des actions, hein, ça finira toujours par remonter parce que de toute façon, c'est eux qui fournissent ces serveurs aujourd'hui. Donc, c'est quand même extrêmement peinard, quoi. Sujet suivant, on a eu un report qui est sorti sur RustLS. Peut-être tu peux expliquer aux gens ce qu'est RustLS, Alexandre Berthaud ? On dit Russell. Ouais. Moi, je me suis arrêté là. Dans le papier, il y a marqué Pronounced Russell. Russell. Ah, j'ai même pas fait gaffe à ça. Et moi, je me suis arrêté là, j'ai rien compris après. Eh ben, Russell, du coup. C'est une implémentation Rust de ce que fait traditionnellement OpenSSL. Et ils essayent de faire les choses bien pour pas être touchés par le même genre de faille qu'OpenSSL. Et c'est ce que montre ce rapport, justement. Au-delà du fait qu'il n'y a pas de faille constatée aujourd'hui, la façon dont c'est conçu fait qu'il y a de la défense en profondeur, on dit, qui pourra permettre d'éviter certaines failles qu'on a pu connaître par le passé dans OpenSSL, et qu'on connaîtra sûrement dans le futur. Donc c'est vraiment cool à voir, en tout cas, c'est assez prometteur, du coup. C'est qu'on partait du principe que c'était une bonne techno, et du coup, ce rapport montre qu'effectivement, c'est vraiment quelque chose de bien, quoi, sur lequel on peut Voilà, j'arrive pas à trouver le mot, mais on peut y faire confiance, quoi, a priori. On peut se baser dessus sans trop de soucis. Voilà, sans trop s'en faire, ouais. Ce que nous faisons, puisque Russell, du coup, est la lib par défaut de Sozu, de Reverse Proxy de Clever. Sachant que Sozu sait parler les deux. Il sait parler OpenSSL et Russell en fonction de qui vous êtes et pourquoi, etc. Notamment si vous étiez basé sur un vieux bug de chez OpenSSL, et ben on continuera à vous le fournir. Ouais, c'est pas un des rares qui sait mapper et rechanger à la volée en plus. Sozu, c'est le seul à savoir faire ça. Ouais, c'est le seul qui sait. Et c'est surtout, tu peux exécuter les deux en parallèle en fonction de quel site tu parles. En fait, Sozu, tu lui envoies du trafic et en fonction de qui lui parle, il va décider comment il va gérer son SSL et il peut changer à la volée par connexion. S'il est de bonne humeur, il peut changer à la volée. Donc voilà. Et enfin, en termes de perf et de qualité de code et de sûreté, Russell, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Et je vous invite à aller regarder ce report parce qu'en fait, ça prouve aussi le sérieux de ce projet, dont l'objectif est quand même clairement de régler les problèmes
Enfin, tu vois, un truc comme Earthbeat, en fait, c'est un problème de qualité de code qui n'était pas réglable dans l'écosystème C tel qu'est foutu OpenSSL. Et là, enfin, ça peut pas arriver, ça. Tel que c'est écrit, le même bug ne peut pas arriver, la même histoire de bug ne peut pas arriver. Je trouvais que c'était quand même assez intéressant qu'il laisse les portes. Et des choses à dire, les gars, ou pas du tout? Non. Et du coup, je vous propose un autre lien que moi j'ai mis, qui était une série de news CLI en Rust. Donc là, c'en est set awesome power run, machin truc, Rust power run de CLI. Globalement, il y a tout un écosystème de gens aujourd'hui dans l'écosystème Rust qui réécrivent les vieux morceaux de GNU que sont grep, ls, tous ces machins-là en Rust, en général en multipliant les performances par un double digit ou un triple digit, en le rendant plus stable, en rajoutant des features. Et il y en a plein. Donc là, c'est un truc, c'est un article où dedans il parle de Starship. Starship, c'est un prompt qui est vachement mignon, qui est très bien intégré à ZSH et qui est très rapide. Enfin, ça va vous permettre d'avoir les mêmes fonctionnalités qu'un Home My ZSH, sauf qu'au lieu de blinder votre terminal d'un Home ZSH qui va ralentir votre bécane et demander à peu près autant de trucs au prompt pour s'afficher que votre Slack, quoi. Ça va pas ralentir, c'est hyper rapide, c'est propre. Il y a un ripgrep, célèbre ripgrep qui est un regrep en fait. Grep, Je sais pas combien de fois ils font en perf, mais c'est bluffant. Moi, je suis utilisateur de ripgrep depuis super longtemps, FD aussi depuis que ça existe, et franchement, c'est top. ripgrep, c'est toujours impressionnant, même des années après. C'est toujours... c'est extraordinaire. Ça gère le guide, ça gère tout, ça fait de la coloration, enfin. Et alors moi, du coup, j'ai été très, en fait, comme j'oubliais des fois d'utiliser ripgrep, moi j'étais très bourrin. Hein. J'ai fait un alias grep égale RG dans mon terminal. Ouais. Vous avez BAT aussi. Find. Ouais, vous avez BAT qui remplace cat. Vous avez FD qui remplace find. Vous aviez un truc qui s'appelle Tokay. Je connaissais pas Clock, moi, qui fait des nombres de fichiers, des totals de lignes de code en fonction des langages, tout ça, machin, qui fait un peu d'analyse. Dans un truc qui s'appelle Tokay, qui fait des stats. Pareil, plus rapide, qui fait des stats propres. Il y a Exa, c'est du LS, avec de la couleur, avec une inté Git, avec plein de choses. Et puis tu as Prox, qui est globalement un PS, pareil, sous stéroïde, avec plus de features aussi. Genre, il peut te gérer le nom de tes conteneurs Docker directement dedans. C'est amusant. Et ouais, moi je trouve que c'est ouais, il fait des transformations comme ça, ce qui est très très cool. Enfin, je trouve que c'est un. Commencez par ripgrep et après vous tomberez dans tous les autres. Il y a FD un SED aussi qui a été Ouais. remplacé par. Ouais, FD c'est très bien. FD, ça déchire. FD, c'est Moi, bien j'ai juste pour la syntaxe, en fait, déjà. Juste ça. Ouais, c'est tout. Déjà, ça change la vie. T'as pu te rappeler quand tu fais un find comment c'est marche ça. le moins name si l'argument est Le moins name, après. en plus, justement. Tu dis moins name, mais justement, c'est C'est moins moins name. name. Et en plus, suivant que tu es sous Oui. Mac ou sous Linux, l'ordre des params change. Ouais. Avec du vieux shell BSD de Mac. Mais ouais. FD, c'est cool. Vous avez un truc pour faire du SED aussi qui s'appelle SD, qui fait SD remplace SED avantageusement aussi. Pas dedans celui-là, je crois. Ok. Non, il n'est pas dans cet article-là. Non. Et vous avez un autre truc qui est sympa au-delà de Prox. Vous avez un truc qui s'appelle Bottom, qui remplacera bien un top ou un htop, qui est vachement plus propre et qui fait bien le boulot. Il y a plein de gens qui réécrivent aussi des équivalents à Vim, mais qui demandent plus d'apprentissage. Mais notamment, il y a AMP qui existe. Enfin, il y a tout un tas de trucs. Ou DU, je ne sais pas si vous faites des fois du DU pour connaître la taille de répertoire en agrégé. Typiquement, vous lancez un DU, vous en avez pour la nuit, pour que vous ayez beaucoup de fichiers, parce que le machin est monothreadé. Là, vous avez un truc qui s'appelle Dust. S'il va plus Dust vite, fait le taf. c'est cool. Bah, il parallélise en fait, hein. C'est assez con, il parallélise. Par contre, au moment où tu lances le Dust, tu le vois passer, tu vois, mais clairement, tu as ta réponse beaucoup plus vite, quoi. Et ça veut dire aussi que toutes les librairies qui sont derrière, qui permettent de faire du grep, du machin, etc., existent. Ça veut dire que c'est des librairies que vous pouvez tirer, en fait, dans l'écosystème de Crates. Et ça, c'est vraiment très, très bien. Donc, voilà, intéressez-vous à cet écosystème-là. C'est un écosystème qui est puissant, qui avance vite, qui vous permettra de paraître brillant en société. Donc, il y a Brute aussi, je sais plus ce que ça fait, Brute.
Puisque c'est... Voilà. Ah si, c'est un tri. Ok. Ok. Des choses à rajouter sur ce sujet-là? Nope. Bon, non. Ok, cool. Bah, je pense que c'est le temps venu de tirer le dé. Ah, faut que j'attrape un dé. La mini Bucky va être choisie aujourd'hui pour se désannoncer. J'ai fait un 2. Le 2, c'est donc Canard. Et ben moi, c'est Jump de Vandalen en ce moment que je mets pour à chaque fois que je mets en prod. Avant, avec Arnaud, on avait beaucoup The Final Countdown, mais ça change et c'est tout aussi majestueux. Majestueux. David Liros est majestueux. Ok. Ah, puis la vidéo valait vraiment le coup. Je te peux te propose, Laurent, qu'au montage, on mette la vidéo en surimpression pour notre départ, tu vois. Un truc grandiose. C'est trop 90s pour moi. Peut-être 80s d'ailleurs. Ouais, ça pique un peu. Ok. Bref, merci à tous de nous avoir écoutés. J'espère que le podcast vous plaît toujours et que ça file des news. Je vous propose de désannoncer tout le monde avec où le retrouver. Donc, vous aviez Laurent Doguin, que vous pourrez retrouver sur le support de Clever, le blog de Clever ou sur Twitter avec El Doguin. Vous aviez Alexandre Berthaud, dit la chèvre. Alexandre Berthaud. Dis le fût. Dis Urcadox sur les internets. Urcadox, c'est plus simple pour me trouver. Et vous pouvez le retrouver sur le blog de Clever ainsi que le support de Clever. Et vous avez Canard, dit Alexandre Duval, qui lui, vous pouvez pas le retrouver cette semaine sur le support de Clever car il est en vacances et il enregistre donc son podcast en vacances. Vous ne le retrouverez pas sur le blog de Clever cette semaine car il est en vacances, mais il enregistre le podcast de Clever en vacances et que vous retrouverez sur Twitter sous le pseudo Canard, cher. Canard avec un K. Ce qu'il fallait le savoir, sinon ça n'est pas compréhensible. Et pas de D. Et moi-même, vous me retrouverez éventuellement sur le support de Clever, sur le blog de Clever et sur Twitter avec le fameux pseudo WAXZCE. Vous pouvez retrouver Canard sur les plages de Vendée. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine, à très vite et à bientôt. Bisous!